Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Chaque vendredi, vous pourrez vous enrichir avec l'expérience d'éducateurs au sens large qui cherchent à contribuer à ce plein épanouissement. Des professeurs des écoles, des éducateurs Montessori, des chercheurs, des formateurs et même des rééducateurs. J'ai à cœur que l'école évolue pour que chaque enfant puisse développer son plein potentiel. J'essaie de faire ma part avec mes ateliers Montessori, mes formations en ligne et en présentiel, le podcast bien sûr, et mes 2 cartons dans l'éducation nationale. Pour résumer, au quotidien, j'aide les enfants à développer leur plein potentiel et j'accompagne des professeurs des écoles pour leur faire découvrir l'éducation Montessori, qui est en parfaite cohérence, adéquation avec les recherches en neurosciences. Vous trouverez plus d'informations sur mon blog, montessori-apprendreautrement.com et plein d'autres ressources. Si vous voulez recevoir gratuitement les clés les plus efficaces pour développer le plein potentiel des enfants à l'école et à la maison, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Pour passer à la vitesse supérieure, vous pouvez vous inscrire à ma formation en ligne ou en présentiel. Vous aurez toutes les informations sur le blog. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. Laurent Lavoillet-Porter est directeur de la plus ancienne école Montessori bilingue de France, The Bilingual Montessori School of Paris. Notre échange a porté principalement autour du bilinguisme, mais aussi autour des fondements de la pédagogie Montessori. Liberté et discipline, l'esprit absorbant, le multi-âge, la coopération. Laurent baigne dans cet univers depuis l'enfance, sa maman ayant créé cette école. Après une carrière dans la finance et le cinéma, il est revenu dans cette école et s'est formé pendant 7 ans à l'AMI en parallèle de son travail quotidien auprès des enfants. Je laisse place à ma conversation avec Laurent. Bonjour Laurent, bienvenue sur le podcast. Bonjour Céline, merci. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. J'ai entendu parler de vous et de votre école par Jean-Luc Berthier. Alors j'aimerais commencer directement par vous poser cette question. Quel est le rapport, quel est le lien entre Jean-Luc Berthier, les neurosciences, et vous, directeur d'école Montessori ? Alors Montessori, comme vous savez, était médecin. Donc en tant que directeur, j'étais à l'époque le directeur, maintenant je suis directeur de développement du nouveau groupe. Nous sommes très intéressés par la science qui s'avère prouver tout ce que nous faisons au niveau pédagogique. Donc j'avais été mis en relation avec Jean-Luc Berthier par un éducateur de l'éducation nationale et Jean-Luc a fait plusieurs conférences pour nous et pour les parents. Voilà la connexion de l'école Montessori bilingue, Montessori, école Montessori de Levallois-Perret et Jean-Luc Berthier. D'accord. Donc oui, c'est vrai qu'on se rend compte depuis quelques années avec les recherches en neurosciences que le génie de Maria Montessori est confirmé donc, par les recherches. Quels sont les... Quand vous dites notre façon de travailler confirme, voilà, confirme les recherches, les recherches confirment tout ce qu'on fait. Quels sont les points, je m'embrouille un peu, qu'est-ce que vous faites au quotidien qui justement permet aux enfants de développer leur plein potentiel et qui est confirmé par la recherche. Alors, nous faisons, quand je dis nous, c'est le grand nous de Maria Montessori depuis 1907, donc c'est pas nous forcément, mais c'est tous les bons éducateurs Montessori. D'abord, le grand concept de la liberté et de la discipline, donc nous offrons aux enfants le choix du travail, le choix de pensée, le choix de mouvement, entre autres. Donc, c'est prouvé qu'au niveau neuroscientifique, le libre choix, le libre arbitre de très jeunes enfants est extrêmement bon pour le développement de leur cerveau. Donc, au niveau cognitif aussi, au niveau de ce qu'on appelle l'inhibition, Jean-Luc Berthier et aussi Olivier Houdet et Grégoire Porch, c'est des personnes qui sont il y a des personnes comme Stanislas Dehaene sur le conseil scientifique de l'éducation nationale prouvent qu'il faut donner aux enfants ce choix. Donc, bien évidemment, avec des limites de la discipline. Donc, les limites dans nos écoles, c'est le respect d'autrui, le respect du matériel, mais sans plus. Donc, je pourrais développer un peu plus, mais à ce niveau-là, les enfants choisissent leur travail, ils reçoivent une présentation individuelle pour les 0 à 6 ans et de groupe pour les 6-12 ans, ce qui est prouvé au niveau de leur maturité être le plus efficace pour leur éducation et leur acquisition des concepts. Donc, à ce niveau physique, au niveau intellectuel, émotionnel et cognitif, nous abordons le thème de l'éducation pour les jeunes enfants de manière tout à fait scientifique, qui s'avère de plus en plus être très correcte et recommandée au fur et à mesure du développement de l'imagerie cérébrale.
qui fait des progrès tous les ans, comme vous le savez. Donc la liberté dans le choix de leur travail, est-ce que vous pourriez citer pour les auditeurs peut-être plus novices d'autres points forts, enfin comme la période de travail ininterrompu, enfin d'autres, tous les fondements de la pédagogie de Maria Montessori? Oui, avec plaisir. Donc la liberté, la discipline, les âges mixtes. Donc les gens ne comprennent pas forcément les âges mixtes. C'est des enfants qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans dans la même classe. C'est des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans dans la même classe. Les seules classes où on a une tranche d'âge, c'est les toddlers qui ont 2 ans. Donc nous reconnaissons aussi la psychologie enfantine. Donc les grands aspects de la psychologie enfantine, c'est l'esprit absorbant. Donc on considère que l'enfant de 0 à 6 ans possède un cerveau tout à fait extraordinaire, dans la mesure où il accapare des concepts, il apprend les choses de manière sensorielle, donc il absorbe l'environnement. C'est pas ce qu'on peut appeler un apprentissage à proprement parler, mais une absorption de l'information et de l'environnement qu'il y a autour de lui. Nous reconnaissons les tendances humaines, comme la curiosité ou l'exploration ou le sens de l'ordre. Les très jeunes enfants sont obsédés par l'ordre. Donc nous reconnaissons cela dans l'organisation du matériel. Le matériel et les éducateurs sont attractifs pour l'enfant. Donc on attire l'enfant vers le travail. L'enfant peut répéter autant de fois qu'il veut ce travail, ce qui, en conséquence, développe sa concentration de manière tout à fait directe. C'est un enfant qui n'est pas un enfant roi du tout. C'est un mythe de Montessori. C'est un enfant qui sait ce qu'il aime. Et c'est un enfant que nous respectons comme un individu unique. Tous les enfants, on considère que chaque enfant a son propre programme de développement et de manière naturelle. Et nous respectons et nous suivons et nous observons les enfants. Donc on observe et nous mettons en place ensuite l'environnement qui siera le mieux au développement et aux apprentissages et aux actions de cet enfant dans la classe. Donc entre autres, je pourrais continuer, mais oui. Ça va très loin. Et un autre point fort de vos écoles, c'est l'anglais. Donc voilà, ce sont des écoles bilingues. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'était aussi important pour vous de laisser cette place à l'anglais dans vos écoles? Pourquoi l'anglais a une place aussi importante? Simplement parce que ma mère, qui est la fondatrice de l'école en 1972, avec l'aide d'Henry Kissinger et de l'ambassadeur américain Watson à l'époque, ma mère est américaine. Donc quand elle a fondé l'école, elle parlait beaucoup moins bien français qu'aujourd'hui. Elle a même fait la formation en français. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré la directrice de l'ISMN d'ailleurs. Et elle a été formée à Washington, D.C. par Margaret Stevenson, qui est la référence que je vous donnerai à la fin de ce podcast. Mais il était essentiel pour ma mère que les enfants parlent anglais. Donc elle a eu beaucoup de succès au niveau du bilinguisme. Et ça continue aujourd'hui. Nous avons environ 50% des familles qui sont franco-françaises et 50% internationales. Et c'est un énorme compliment quand deux parents français viennent me voir et dire ma fille parle mieux anglais que moi, ou mon fils parle mieux anglais que moi à l'âge de 4 ans et demi ou 5 ans et demi. On ne peut pas garantir le bilinguisme, mais c'est à 90% sûr que l'enfant comprenne extrêmement bien l'anglais et ou le parle couramment. Les enfants sont, comme vous savez, extrêmement perfectionnistes, beaucoup plus perfectionnistes que nous, et on sait, avec l'esprit absorbant, peuvent justement apprendre une langue et l'absorber de manière tout à fait naturelle et sans effort. Donc, c'est très très important, le bilinguisme est très important. Oui, j'en ai conscience aussi, enfin, j'en ai pris conscience il y a 5 ans à peu près, et même si voilà, je suis française, mon mari aussi, on fait tout pour nos filles, pour qu'elles puissent être au contact d'américaines, d'anglaises, pour justement être bilingues un jour. C'est important, et puis pour les rapports humains aussi, au niveau du développement du cerveau, il est prouvé que les bilingues, d'apprendre plusieurs langues très jeunes est extrêmement bon pour la plasticité du cerveau, entre autres. Et puis aussi tout simplement pour avoir des rapports avec 3 fois plus de personnes dans le monde. Par exemple, je ne sais pas, voyager, comprendre les subtilités du langage. Et qui dit langage dit être humain. C'est quand même, en ce qui me concerne, ce qui fait l'énorme différence entre un animal et un être humain, c'est le langage. Et la capacité de se parler et de d'écrire aussi selon les époques. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est dommage de se limiter avec une seule langue. Et oui. Comment les enfants deviennent bilingues dans vos écoles? Est-ce qu'il y a une éducatrice française, une éducatrice anglaise ou américaine?
Alors, il y a à tout moment 2 éducatrices ou éducateurs dans la classe, donc il y a une anglophone et une francophone. Mhm. C'est donc une expérience tout à fait immersive, à la différence d'autres écoles qui se disent bilingues. On est véritablement complètement bilingue, car nous avons au meilleur de ce que nous pouvons faire au niveau du staff, mais on a une anglophone et une francophone à tout moment qui discutent et qui parlent. De surcroît, il y a des enfants, donc, comme je vous disais, des communautés internationales et des communautés françaises. Donc, un petit Benjamin qui arrive de New York ne sera pas confus ou non adapté parce qu'il va rencontrer et écouter, entendre, voir d'autres Américains ou Autrichiens, Australiens ou Anglais. Et vice-versa, les Français se reconnaîtront entre eux. Et comme je disais, l'esprit absorbant pour les enfants jusqu'à 6 ans, c'est quand même fascinant. Ils n'ont pas peur, ils apprennent de manière subconsciente. Donc, ils n'ont pas encore conscience de leur personnage dans le monde. Ils sont vraiment en auto-construction, comme disait Maria Montessori. Donc, pardon, je divague, mais on a 2 éducateurs par classe à tout moment, plus une assistante. Et nous avons au niveau du langage, donc du langage en français et du langage en anglais. Donc, il y a 2 sets de langage. Et la force aussi peut-être de vos écoles par rapport au bilinguisme, c'est d'accueillir autant d'enfants qui viennent de pays anglophones. La dynamique est forcément différente que si par rapport à une classe ou une ambiance où tous les enfants sont français. Bien sûr, ce qui a fait une de mes grandes frustrations quand je démarrais en tant qu'assistant professeur et assistant et co-professeur d'une classe, j'étais l'anglophone et forcément vous parlez des enfants qui sont français, qui comprennent rien du tout à l'anglais, mais vous insistez, on persiste et puis on reste avec cette langue de base qui était pour moi en tant qu'éducateur l'anglais, parce que je suis américain aussi. Et c'est absolument formidable de voir des très jeunes enfants qui, au bout de 3 ou 4 mois, commencent vraiment à comprendre un mot, 2 mots, 10 mots, 50 mots, 100 mots. Et comme vous savez, le développement du langage entre l'âge de 3 et 6 ans est extraordinaire, et encore plus de 6 à 12 ans. Donc il faut vraiment donner ces bases de langage, un langage riche dans les 2 langues, et utiliser du langage spécifique et riche, comme je disais, parce que les enfants adorent entendre de belles paroles et de beaux mots, et des mots corrects pour des choses. Ce qui fait de nous, d'ailleurs, une fois de plus, des êtres humains spécifiquement. Sinon, ce ne serait pas important pour nous si on était des quelconques créatures. Vous avez fait une différence entre le 3-6 et le 6-12 dans leur capacité d'intégration de la langue. Un enfant qui n'a pas bénéficié de cet environnement en 3-6, c'est quand même... C'est toujours possible, évidemment, en 6-12, mais l'idéal est quand même de baigner dans cet environnement multilingue dès le plus jeune âge, non ? Oui, absolument. Je retourne à l'esprit absorbant. Maria Montessori s'en est aperçue, mais maintenant c'est prouvé au niveau neuroscientifique, que les enfants avant l'âge de 5 ans et demi, 6 ans et demi environ, ça dépend, possèdent cette plasticité et cette capacité d'absorption de l'environnement qui n'est plus possible dès lors que l'enfant devient extrêmement conscient de sa propre personne. Donc il peut être timide ou il veut faire parfaitement les choses. Et à l'époque de l'esprit absorbant, de 0 à 6 ans donc, de manière tout à fait universelle. Montessori avait étudié ça en Afrique, en Inde, dans plein de pays d'Europe, donc c'est quand même une étude très très poussée d'anthropologues. Elle a prouvé que les enfants avaient cette capacité jusqu'à l'âge de 6 ans. Il est tout à fait possible d'apprendre une langue après, c'est pas du tout le sujet, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile en ayant, moi, personnellement, appris l'anglais et le français de manière bilingue très jeune. J'ai appris l'espagnol plus tard. C'est un effort qui est du coup conscient. Et c'est pas comme d'apprendre une chanson ou un poème de manière très naturelle. Donc je fais beaucoup de métaphores avec la musique parce que pour des jeunes enfants, c'est comme une chanson qu'ils apprendraient ou une comptine et non pas une langue à part entière à apprendre. Oui. Voilà. Et ils ont donc l'esprit absorbant fait que l'enfant est constamment en éveil extrême, je dirais, de son ouïe et de ses sens. Donc il apprend à travers ses sens, il n'apprend pas à travers le cerveau et de manière abstraite, jusqu'à l'âge justement de cet âge, pas fatidique, mais cet âge clé qui est de 5 ans et demi, 6 ans et demi environ, selon les personnages. Et tout ce que vous faites là dans ces écoles, est-ce que pour vous, tout ce travail est reproductible dans des écoles publiques ou privées sous contrat ? Alors ce serait pour le bilinguisme absolument, pourquoi pas. Il suffirait d'avoir 2 professeurs au lieu d'1, ce qui est d'ailleurs
un des souhaits de Jean-Michel Blanquer, d'avoir moins d'élèves en maternelle et plus de langues, etc. Donc je crois qu'il y a eu pas mal d'allers-retours sur cette question du bilinguisme qui était un petit peu absurde de dire que ce n'est pas optimal pour les enfants d'apprendre une deuxième langue, ce qui est absurde. Mais au niveau du matériel Montessori, alors là c'est un choix pédagogique, il y a un budget, mais sachant les budgets de l'éducation nationale, nous sommes bien en deçà des budgets d'éducation nationale pour des classes. On m'a confirmé encore l'autre jour qu'une classe pour les 6 à 12 ans, le budget par élève est de 23 000 euros par an, alors que nous facturons moins de 15 000 euros par an, alors qu'il y a 2 professeurs dans la classe, une assistante et le matériel Montessori, dans des quartiers, dans des très beaux quartiers de la capitale. Donc on a beaucoup de chance, effectivement. Mais ce serait tout à fait... Alors, ce serait reproductible pour répéter ce que vous dites, si, bien évidemment, l'approche est bienveillante, ce qui est le cas dans beaucoup d'écoles publiques et pas forcément le cas dans des mauvaises écoles Montessori. Ça, je tiens vraiment à le préciser. Il y a des très mauvaises écoles Montessori, il y a de très très bonnes écoles publiques. Donc ce n'est pas du tout le débat avec moi aujourd'hui. Avant, j'étais beaucoup plus fervent là-dessus. Mais dès lors que l'éducateur, l'éducatrice comprend que les jeunes enfants savent mieux ce qu'il leur faut que nous, les adultes, alors là, oui, je veux bien vous dire que c'est reproductible dans la mesure où le grand plan de l'univers n'est pas dessiné dans une tablette en marbre et qu'il y a un programme spécifique à faire pour l'année, alors que nous, en tant que montessoriens, le programme spécifique, c'est l'enfant lui-même. Donc, en ayant été éducateur 2 ans et de 3-6 et de 6-12, ça, c'est notre grande part de responsabilité, c'est d'accepter que chaque enfant est différent. Et dans une classe de 24 enfants, il y a 24 programmes d'éducation différents. Et bien évidemment, ça se recoupe sur les sujets, les matières, mais il faut travailler, doubler son travail dans la mesure où rien n'est établi à l'avance. Oui, c'est sûr, c'est un changement de posture énorme par rapport à ce que les professeurs classiques connaissent, mais ça demanderait une énorme révolution. Mais pour vous, cette révolution est quand même possible. Si. Pour moi, ce n'est pas une révolution parce que j'étais dans l'école de ma mère de 3 à 7 ans. Donc j'ai toujours été montessorien, on va dire. J'ai fait 2 formations Montessori, ça fait 10 ans que je travaille dans l'école, 6 ans dans la classe. Donc pour moi, c'est comme disait Montessori, la révolution, c'est de questionner plutôt l'inverse, de dire avec ses enfants handicapés à l'époque, en 1907, 8, 9, elle questionnait plutôt le système de l'éducation traditionnelle, de dire vos enfants qui ont leur pleine capacité ont les mêmes notes que les miens qui étaient à l'époque, on aurait pu les définir comme autistes ou handicapés mentaux ou avec des besoins spécifiques, pour ainsi dire. Et c'est la question que moi je pose encore aujourd'hui. Je vois bien que l'enfant est universel. C'est pas parce qu'il est montessorien ou dans l'école traditionnelle ou riche ou pauvre ou privé ou public. C'est qu'un enfant, c'est une personne. 10% des enfants ont des besoins spécifiques, au bas mot. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas aujourd'hui. Et on le voit bien dans la société. Et de dire qu'on respecte l'unicité et l'infini potentiel de l'enfant. Et on le croit du fond de son cœur, dans son fort intérieur, on voit l'enfant comme le futur Albert Einstein ou le futur Barack Obama ou le futur Elon Musk. Et si on a cette conviction dans son cœur, alors là, oui, c'est tout à fait reproductible dans n'importe quelle structure d'école, parce qu'au final, ce sont les éducateurs qui sont en contact des enfants, et non pas les politiciens. Oui, donc les éducateurs et l'environnement, ça serait possible de faire évoluer les choses plus rapidement et plus en profondeur. Oui, je pense, si les personnes commencent à comprendre que Montessori n'est pas une secte et que ce n'est pas du tout l'enfant roi et qu'il n'y a pas de règles ou de discipline, c'est tout l'inverse. Le terme d'éducation alternative pour Montessori est une faute d'expression parce que il n'y a rien d'alternatif dans Montessori. C'est alternatif au système traditionnel, soit, mais Montessori était d'abord médecin et non pas éducatrice. Et c'est pour ça qu'elle a pu observer plein d'écoles et aborder le sujet de l'éducation, de la pédagogie, de termes qu'elle détestait d'ailleurs. Elle a appelé ça plutôt une aide à la vie, parce qu'elle observait des jeunes enfants, d'abord plutôt des jeunes enfants que des plus âgés, ça c'était plus tard avec son fils,
mais comme des plantes ou comme des organismes biologiques, comme vous le savez. Donc plus on lit Montessori, plus on apporte ça du point de vue scientifique, et c'est justement ça qui, moi, me passionne en tant que montessorien, c'est l'universalisme et l'empirisme de ces recherches. Et elle était jusqu'au bout de son dernier souffle, elle était toujours en recherche. C'était un laboratoire d'observation. Ce n'était pas un programme à établir ici ou là. La vie pratique change dans une école Montessori à Tokyo que celle d'une école Montessori à New York ou de Paris. La vie pratique, c'est ce fameux matériel de vie pratique qui fait que l'enfant va s'adapter à l'environnement, est complètement différent en Chine qu'en Inde. Donc c'était de reconnaître les différences de culture, mais pas de reconnaître les fondements de l'esprit et du psychique humain, qui est extrêmement fort. Donc c'est une éducation holistique, naturelle, complète, à 360 degrés, ce que vous voulez utiliser comme terme, mais qui reconnaît que chaque personne a besoin de cet équilibre émotionnel, de le développement intellectuel, psychique, spirituel, physique, bien évidemment. Le mot que je favorise dans une éducation Montessori, c'est la dignité, avec un D majuscule. Si on respecte la dignité de l'enfant, il y a très peu de règles après. Il y a vraiment très peu de règles, parce que les enfants ne sont pas... les enfants ne sont pas... comment dire... Les enfants adorent travailler. Les enfants ont beaucoup plus d'énergie que nous, adultes. Et justement, Maria Montessori écrivait beaucoup sur le fait qu'il y a ce conflit qui était en fait quasiment systématique entre les adultes à l'époque et les enfants, parce que les adultes ne comprenaient pas les enfants. Et les enfants ne peuvent pas encore comprendre l'adulte, parce qu'ils n'ont pas encore les outils. Et les enfants opèrent dans un monde d'adultes, foncièrement. Ce sont des énormes meubles, des grandes pièces, c'est des choses qui ne sont pas adaptées à eux. Donc si on peut un petit peu adapter un environnement, un univers pour eux, et les comprendre au niveau de la psychologie enfantine, il y a très très peu de limites finalement. D'accord. Et j'ai lu sur le site que vous proposiez des soirées d'éducation parentale. Est-ce que c'est assez courant? Quel sujet vous abordez avec les parents? Quel est votre but derrière ces soirées? Alors il y a des soirées, il y a des éducation parentale pour les parents de l'école, et puis aussi du coaching et de l'éducation pour les parents qui ne sont pas dans l'école. Alors l'intérêt, c'est de faire en sorte que les parents adhèrent quand même et comprennent ce que c'est que Montessori. Il arrive qu'on a des familles pendant 5 ans qui ne comprennent pas ce que c'est que Montessori, voilà, malheureusement. Donc c'est pas parce qu'on s'inscrit dans une école Montessori qu'on sait ce que ça veut dire. Et plus les parents sont en adéquation avec la philosophie, la vision de l'école, mieux se portera l'enfant. Pour avoir été mis dans une école dans laquelle mes parents ne croyaient pas, je peux vous dire qu'il n'y a rien de pire pour un enfant, il n'y a rien de plus confus à n'importe quel âge, de 0 à 18, que d'être dans un environnement où les parents ne sont pas d'accord, ou tel a tort, ou ceci est super. Voilà. Donc on éduque, c'est pas pour éduquer les parents, mais c'est pour informer les parents plutôt, pour qu'ils sachent ce qui se passe tous les jours dans la classe, par exemple. Ça, c'est toujours la meilleure question, la question numéro 1. Ensuite, l'adaptation au système traditionnel. Ensuite, qu'est-ce que sont les tendances humaines, ou l'esprit absorbant, ou quand on dit liberté, discipline, tous les concepts, le glossaire Montessori, qu'on pourrait leur expliquer. Et puis foncièrement, ce qui se passe dans la classe, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'art, de la musique, des mathématiques, du langage. Donc, on fait ça pour informer les parents et pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde, en fait. Parce que c'est un sujet passionnant, c'est jamais démodé, c'est toujours à l'heure du jour, et c'est toujours fascinant en ce qui nous concerne. L'homme ou la femme en devenir, quoi. Et j'ai lu sur internet que vous aviez, avant de travailler dans ces écoles, vous aviez eu une autre carrière complètement différente. Est-ce que vous avez envie d'en parler et de nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie d'y revenir, puisque vous y étiez au départ? Et pas de problème. Oui, j'ai fait effectivement une carrière dans le cinéma puis dans la finance, et je suis arrivé à Paris en 2012, et je pense que j'ai été meilleur éducateur ou meilleur directeur, justement de par ces expériences, pour comprendre plein de gens différents. Alors
on dit souvent, oui, la finance est extrêmement stressante ou un milieu très anxieux ou voilà, stressant, comme je disais. Mais je réponds toujours, il n'y a pas d'endroit plus stressant que d'être entre une maman et son fils, ou un père et sa fille, si on n'est pas sur la même longueur d'onde au niveau de l'éducation. Ça, c'est l'endroit, ça, c'est l'espace le plus stressant dont j'ai pu faire l'expérience de toute ma carrière, de toute ma vie, en tout cas. Donc, cette capacité à réagir assez rapidement dans la finance ou au cinéma, dans la production de cinéma, m'ont apporté beaucoup de choses dans cette carrière d'éducation, on va dire, où il faut s'adapter à tous les instants. Il n'y a jamais de données stables, on va dire, et tout est en changement constant. Donc l'adaptation à chaque instant, ça m'a beaucoup aidé. Et quel est l'élément qui a fait que vous avez changé de chemin, parce que le chemin est quand même assez différent. J'ai toujours été montessorien, comme je vous ai dit, donc j'étais dans l'école de ma mère et je me posais depuis à peu près 15 ans la question de monter ma propre école quelque part d'autre. Il y a eu un appel à l'aide en 2012 pour dire est-ce que tu peux venir donner un coup de main. On avait dû déménager un campus à l'autre et un pied dans la porte, c'est l'hôtel Californie, on peut check-in anytime you like, mais on peut jamais partir. Et de fond en comble, j'ai fait une formation à Londres, puis 2. Donc ça fait à peu près, j'ai été formé pendant à peu près 7 ans d'affilée, en plus du travail dans l'école de tous les jours. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui me plaît énormément et plus j'en apprends, plus je suis humble aussi devant ce qui me reste à connaître. Voilà. Oui. D'accord. Donc je suis très très content du changement. D'accord. Mais comme je sais que votre temps est compté, on va terminer par les 3 questions habituelles. Est-ce que vous aimeriez partager avec les auditeurs un livre ? Alors, le livre que je recommande aux auditeurs, c'est le livre de Dr Angeline Lillard, qui s'appelle La science derrière le génie, de Maria Montessori, La science derrière le génie. Ce qui est formidable avec ce livre, vous pouvez le lire chapitre par chapitre, pas forcément d'une traite. Et il est extrêmement clair. Il est extrêmement clair, droit, empirique. Elle est pas neuroscientifique, elle est psychologue de l'éducation, et elle publie en permanence des recherches qui sont faites sur des dizaines de milliers d'élèves aux États-Unis et partout dans le monde. Et on vient de faire une conférence avec elle il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et c'est un livre absolument formidable. Donc oui, Dr Angeline Lillard, L-I-2-L-A-R-D. Oui. Je crois que ce livre a déjà été conseillé. En tout cas, moi, je l'ai lu parce que c'est vraiment une Bible. Hein, très... C'est absolument formidable. Vous allez comprendre ce que c'est que l'éducation Montessori. Et une fois de plus, chapitre par chapitre, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Et c'est très complet. Et c'est très neutre comme approche. Voilà, il s'avère que Montessori est absolument génial. Et pourquoi voilà. Sinon, si j'avais d'autres choses, je recommande tout ce qui a été écrit par Margaret Stevenson. S-T-E-P-H-E-N-S-O-N. Qui écrit carrément quasiment mieux que Maria Montessori elle-même. Margaret Stevenson, c'est la femme qui a été responsable pour la première formation aux États-Unis, qui a eu lieu à Washington, D.C. Et donc, elle était disciple de Maria Montessori. C'est une femme qui était anglaise. On l'appelait Betty Stevenson, qui a été extrêmement stricte, comme la plupart de mes formatrices, et pour bonne cause, car elle constitue une bible en fait de savoir-faire pour la vie, à travers bien évidemment les albums que nous créons, mais aussi à travers la transformation psychologique qu'on vit quand on fait une bonne formation Montessori. Ça, c'est sûr. Donc, tout ce qui a été écrit par Margaret Stevenson, les 12 petits livres verts, par exemple, ça, c'est plutôt... c'est très dur à trouver, mais ils sont extraordinaires. Dur à trouver, d'accord. Mais ça vaut le coup de les trouver. Ouais. Et une citation ? Alors, une citation... n'aidez jamais un enfant avec une tâche pour laquelle il a l'impression qu'il peut compléter tout seul. Donc, en anglais, never help a child with a task at which he feels he can succeed. Donc, n'offrez jamais d'offres superficielles à un enfant. D'accord. Court mais efficace. Et on va terminer par un coup de cœur ou un coup de gueule, au choix. Au choix, alors je vais faire coup de cœur quand même, on va pas terminer sur un coup de gueule. Coup de cœur, c'est dans la classe 3-6, quand
un enfant qui, pendant 6 mois, on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose, qu'il est toujours en train d'observer ceci, cela, et au bout de 6 mois, il vient me voir et il me dit Laurent, tu sais, je voudrais faire un exercice de vie pratique assez compliqué avec une pipette ou autre chose. Et c'était la 2e ou 3e année de ma carrière d'éducateur Montessori, et il a parfaitement fait cette activité. Et le coup de cœur, c'est au niveau du fait que j'ai dû restreindre mes larmes, car j'étais tellement content et heureux de le voir en train de se concentrer et de répliquer et de reproduire cette présentation qu'on s'était efforcé de lui montrer qu'il ne voulait pas recevoir. Donc, la conclusion de ça, c'est rencontrer l'enfant là où il est, dans sa maturité, dans son esprit, dans sa dignité, dans son psychique. Rencontrer-le là, au lieu d'essayer de le forcer à faire des choses. Les enfants adorent travailler, ils adorent apprendre des choses, ils adorent prouver ce qu'ils savent aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met de côté aussi, qu'il n'y a pas d'examen ou de devoir dans Montessori. Ce n'est pas vrai du tout. Et on est constamment en train de les tester avec la leçon en 3 temps. Et les enfants veulent toujours partager les choses qu'ils savent. Par contre, ils ont le droit de les partager avec leurs amis, ce qui développe le langage, la cognition, le bilinguisme, la coopération. Et ça en va. Mais voilà, c'est moi qui digresse aujourd'hui. Non, c'est voilà, super. Je ne sais pas si ça a été instructif pour vous. Merci pour cette belle conclusion. Je vous en prie, Céline, avec plaisir.